rassemblera bien sûr amateurs de musique et de politique. Le chanteur disparu Jean Ferrat y sera à l'honneur. C'est donc l'une des mesures phares du projet de loi sur les retraites qui vient d'être adopté, le report à 62 ans de l'âge légal du départ à la retraite. C'est donc la fin de cette retraite à 60 ans voulue par François Mitterrand. Une journée marquée par des échanges vigoureux entre la gauche et la droite. À l'origine de ces derniers, l'engagement solennel pris hier soir par Ségolène Royal de rétablir le droit à la retraite à 60 ans, si bien sûr la gauche revenait au pouvoir. Duel verbal, Jean-François Copé, Jean-Marc Ayrault, écoutez. Martine Aubry a refusé de venir débattre avec François Fillon de ce sujet à la télévision. Qu'elle a d'ailleurs même refusé de venir à la télévision tout court, comme si tout d'un coup, la chef du Parti socialiste avait un peu de mal avec la question de l'âge légal. Et voilà donc que Ségolène Royal fait tomber le masque et dit, elle, non, non, si nous revenons au pouvoir, nous à gauche, on reviendra à l'âge légal de 60 ans. Alors, monsieur Ayrault, et l'ensemble de vos amis et collègues socialistes et communistes, je vous demande tout au long de cette matinée de nous dire en français, avec des mots que chacun comprendra, que votre intention est bien de revenir à 60 ans en diminuant le niveau des pensions des Français. Et ainsi, chacun sera parfaitement éclairé sur les enjeux de cette réforme. J'ai dit clairement que nous partagions et que nous assumions les engagements qui avaient été pris hier soir par Ségolène Royal sur le droit à partir à 60 ans. Et en 2012, si nous sommes au pouvoir, nous le rétablirons. Alors sur ce dossier brûlant des retraites, les syndicats ne désarment pas. Leurs dirigeants ont écrit aujourd'hui à Nicolas Sarkozy et François Fillon, leur demandant solennellement d'entendre le point de vue de leurs organisations. À noter que seule Force ouvrière, qui demande le retrait pur et simple du texte, n'est pas signataire de cette lettre. On le constate, le dialogue a bien du mal à s'instaurer sur ce dossier des retraites. Autre exemple, très significatif celui-là, le non-débat qui a caractérisé l'émission À vous de juger hier soir sur France 2, où successivement François Fillon, Bernard Thibault, François Chérec et Ségolène Royal se sont succédés en plateau sans à aucun moment entamer un quelconque dialogue. Extrait de cette émission. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous interroger avec Jean Boissonnat qui pendant des années nous a éclairé sur les enjeux économiques de ce pays, sur une radio qui est toujours Europe 1. Donc nous serons à deux pour essayer de comprendre ce que vous proposez, de même que ce que propose le Parti socialiste. Voilà, Ségolène Royal nous a rejoints. Le décor, j'allais dire, enfin les personnalités ont changé. Voilà, les membres du gouvernement sont partis. Il y a Benoît Hamon, porte-parole du Parti socialiste, Harlem Désir, numéro 2 du Parti socialiste. J'ai pas cité tout le monde, j'ai pas cité tous les ministres, mais des élus, les autres sont à l'Assemblée. Oui. Voilà, François Chérec, Bernard Thibault, François Chérec. Bonsoir Jean-Marc Benoît. Bonsoir. Vous enseignez à Sciences Po, vous dirigez le cabinet June 21. Alors, comment peut-on expliquer cet impossible dialogue sur ce dossier de retraite? On en a vu ici, en tout cas hier soir dans l'émission d'Arlette Chabot, un exemple absolument flagrant. On pourrait commencer par dire que c'est la faute aux journalistes, bien sûr, qui n'arrivent pas à l'imposer. Plus précisément, sans doute, c'est d'abord la volonté de chacun des grands acteurs. Passons très très vite sur le fait que on ne pouvait pas débattre avec Éric Woerth pour des raisons dites en son temps par Françoise Giroud. On ne tire pas sur une ambulance, personne n'avait envie d'être dans ce rôle. Ensuite, chacun voulait parler hier à son propre camp. C'était pas à vous de juger. Arrivaient des téléspectateurs qui tous avaient déjà leur idée. François Fillon voulait parler à son camp. Ségolène Royal voulait parler au sien. Et les syndicats avaient à conforter la prochaine manifestation. Est-ce qu'on peut faire avancer, j'allais dire, ce dossier des retraites qui devrait être quelque part consensuel, ça concerne tous les Français avec ces méthodes de communication? C'est peut-être une des formes un peu, on va dire, à la française de consensus, que de chacun parler à son propre camp sans trop s'écouter les uns les autres. Sur les retraites, on en est à les retraites 5. Et en fait, depuis les retraites 3 en 2003, c'est le même scénariste, c'est Raymond Soubi. Et Raymond Soubi est sans doute quelqu'un qui a décidé que face à ceux qui pensent qu'une réforme doit être avant tout courageuse, lui, il pense que la preuve de la réforme, c'est qu'elle passe. Raymond Soubi, le conseiller social de l'Élysée, les retraites 3 en 2003, les retraites 4 en 2007, les retraites 5 en 2010. Les amateurs de films de KPDP n'aiment pas beaucoup les scénarios de Raymond Soubi, parce qu'il y a un peu d'action, mais pas beaucoup. Il y a un peu d'opposition, mais pas beaucoup. Il y a un peu de manifestation, mais pas beaucoup, etc. Mais à la fin, 2 fois de suite, ça passe.
En tout cas, en dépit de ces crispations qu'on constate, eh bien, mine de rien, le gouvernement, François Fillon, Nicolas Sarkozy avancent leur pion. On annonçait encore il y a quelques minutes, eh bien, le vote de la fin de la retraite à 60 ans. Oui, chacun est dans son rôle. Chacun a un rôle dans ce type de scénario un peu frustrant, mais pas trop. Merci beaucoup, Jean-Marc Benoît, d'être venu ce soir et de vos éclairages. Vous avez vu Arlec Chapeau il y a quelques minutes sur l'écran de Public Sénat. Eh bien, vous la reverrez. J'ai le plaisir de vous annoncer sa venue sur notre antenne très prochainement. L'optimisme de François Fillon pour l'économie française. Le Premier ministre relève légèrement les prévisions de croissance, au moins 1,5%, dit-il, contre les 1,4 envisagés jusque-là. Autre signe encourageant, presque un petit air de printemps. Les derniers chiffres de l'UNEDIC en matière de chômage, si le nombre de demandeurs d'emploi devrait augmenter de 57 100 cette année, la décrue pourrait atteindre 87 000 l'an prochain. L'assurance chômage verrait ainsi se stabiliser son déficit. Non-lieu requis pour les 2 policiers mis en cause dans la mort de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois il y a 5 ans. Le drame, vous le savez, avait déclenché 3 mois d'émeutes dans les banlieues françaises. Le parquet estime insuffisantes les charges contre les policiers. Le maire de Clichy-sous-Bois regrette la lenteur de l'instruction et appelle ce soir au calme. Quand se mélange musique, fête et politique, eh bien c'est à la Courneuve que l'on se donne rendez-vous. La fête de l'UMA fête ses 80 printemps cette année et fera ce week-end la part belle aux mélodies des années 80. Hommage sera rendu au compagnon de route, Jean Ferrat, disparu cette année. Dutronc apportera ses cactus et Souchon sa nostalgie. Mais la politique, bien sûr, sera toujours présente à la fête du Parti communiste. Flora Sauvage. Ils sont jeunes, ils sont communistes et ils sont montés à Paris pour participer à leur première fête de l'humanité comme Christophe. À 19 ans, il craint pour sa retraite. On se fait du souci. Nous, là, c'est que la première réforme, mais jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va repousser l'âge de la retraite? Est-ce qu'on va la supprimer comme dans tant de pays? Oui, c'est préoccupant. Cette fête de l'humanité s'ouvre aujourd'hui au cœur d'une actualité sociale mouvementée avec la réforme des retraites. C'est une lame de fond qui est en train de grandir dans le pays. Je crois que le gouvernement n'a toujours pas bien compris ce qui est en train de se passer. Et évidemment, la fête va être le rendez-vous de ces mobilisations, mais aussi l'endroit où on va discuter de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ce week-end, le parc de la Courneuve va être une caisse de résonance des débats de la gauche. Socialistes et Verts se joindront à la fête. Ce que j'entends de cette fête, c'est qu'elle soit le rassemblement de tous les partis de gauche pour essayer de constituer un projet, une alternative, plutôt que d'essayer de se pencher sur qui portera ce projet. C'est pas ça qui nous intéresse, les communistes. Le projet du Front de gauche pour la présidentielle de 2012 va être au cœur des débats en attendant de désigner un candidat. Alors, politique toujours, c'est les députés débattent des retraites. Les sénateurs, eux, poursuivent l'examen du projet de loi sur la sécurité intérieure. Parmi les nombreuses dispositions de ce texte, eh bien, celle modifiant les modalités de blocage des téléphones portables. Dès lors, les voleurs eh bien, n'ont qu'à bien se tenir. Regardez ce sujet d'Élysée Cardi. Avant, quand on se faisait voler son téléphone portable, il fallait prévenir son opérateur, puis déposer plainte à la police ou la gendarmerie, et enfin communiquer la plainte à l'opérateur et lui donner le numéro IMEI du téléphone, le numéro du constructeur, et qui permet d'identifier le téléphone et le rendre inutilisable. La procédure de blocage du boîtier existait donc déjà, mais les personnes volées ne pensaient pas forcément à prévenir leur opérateur. Avec l'amendement voté hier soir, ce seront directement la police ou la gendarmerie qui réaliseront cette alerte par un système d'email. Plus qu'une véritable révolution, il s'agit donc plutôt d'un changement dans la procédure nécessaire. C'est une démarche citoyenne et cette démarche citoyenne, il fallait la faire. Et aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des personnes qui se faisaient voler leur mobile qui n'envoyaient pas cette plainte à l'opérateur, dont on ne pouvait donc pas bloquer le mobile. Donc aujourd'hui, il n'y aura aucun mobile qui passera entre les mailles du filet. Reste à connaître le numéro IMEI de votre téléphone. Pour cela, il faut taper étoile dièse 06 dièse sur votre clavier et il s'affiche automatiquement. Voilà, vous savez tout. Bonsoir, Tapta Nui. Bonsoir. Alors, vous avez suivi, bien sûr, tout au cours de cette semaine, cette fameuse loi LOPSI 2, dite de sécurité intérieure. On vient d'en voir l'un des aspects. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu surtout ce coup de chaud au Sénat
concernant des amendements gouvernementaux, c'est-à-dire pas n'importe quels amendements. Effectivement, hier soir, 3 amendements polémiques et phares du gouvernement ont été adoptés en séance publique. Il s'agissait des amendements sur les peines planchers, celui sur la comparution immédiate des mineurs ou encore l'aggravation des peines pour les meurtriers de policiers. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ces dispositions, elles étaient essentielles parce qu'elles traduisaient les mesures sécuritaires que Nicolas Sarkozy avait énoncées dans son discours de Grenoble le 30 juillet dernier. Malheureusement pour lui, elles ont été mal acceptées au Sénat, et notamment par la commission des lois qui les a retoquées. Du coup, Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur qui défendait ces amendements, a dû revoir sa copie. Et ce sont des amendements allégés qui sont arrivés hier soir en séance publique. Devant des socialistes, il faut bien le dire, furieux, je vous propose de voir la réaction de Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste du Loiret. Pourquoi faut-il déférer aux effets d'annonce estivaux de l'exécutif? À quoi sert le Parlement? Ces questions sont clairement posées. Voilà, alors Tam, finalement, qui sort gagnant de cette affaire? Est-ce que c'est le gouvernement, en tout cas sa majorité, ou bien le Sénat? Ben écoutez, c'est un peu 50-50. Alors si on fait le pour et le contre, d'une part, le gouvernement a été très critiqué, il a subi un premier camouflet, mais finalement, il a réussi à faire passer ses amendements. Du côté du Sénat, les sénateurs ont obtenu en quelque sorte une petite victoire en obtenant la modification du texte, mais finalement, on se demande un peu où sont passés tous ces sénateurs qui hurlaient à la dérive droitière. On pense aussi aux centristes, Jean Arthuis qui disait qu'il ne voterait pas les amendements. Donc finalement, ce Sénat qui disait en début de semaine qu'il resterait levé, il s'est quand même un petit peu couché. Alors, couché, Tam, le mot était peut-être un peu fort, mais après tout, les amendements qui ont été adoptés en commission des lois puis dans l'hémicycle du Sénat ne sont pas du tout ceux qui avaient été critiqués. Oui, certes, mais au final, le plus important, c'est qu'ils ont été votés. Parce que si les amendements n'avaient pas été adoptés au Sénat, ils n'auraient pas pu être présentés à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Là, même dans leur version amoindrie, ils vont arriver à l'Assemblée nationale. Et là, le gouvernement va pouvoir infléchir les amendements dans le sens qu'il le désire, peut-être les durcir, comme le voudrait peut-être Nicolas Sarkozy. Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler. Alain Anziani, vous êtes sur notre plateau, alors j'en profite, je rappelle que vous êtes sénateur socialiste de Gironde. Comment vous avez vécu, j'allais dire, ce petit psychodrame autour de ces amendements gouvernementaux sur la sécurité intérieure? Vous savez, c'est difficile parce que j'ai dit hier qu'il était souvent malaisé d'être dans l'opposition. Je me suis aperçu hier qu'il était aussi très difficile d'être dans la majorité. Parce qu'on a assisté quand même à un spectacle extraordinaire. C'est une mise en scène digne du plus grand des théâtres et j'ose dire presque de Guignol. Vous avez, à un moment donné, le mercredi, des sénateurs droits dans leurs bottes en disant « nous, on est des hommes de principe, on ne peut pas accepter tout cela. Tout ça, c'est simplement des déclarations incendiaires et ça n'apportera rien à la sécurité, ça ne protégera pas les victimes. » Ça, c'est le mercredi. Le jeudi, quelques heures plus tard, eh bien, ils changent d'attitude, ils s'évaporent. Certains ne viennent pas, d'autres qui viennent disent « oui, mais finalement, le gouvernement nous a entendus, il y a une version light. » Allégé. Oui, finalement, ces amendements ont été très largement remaniés quand même. Voilà, on nous a fait une version light des propos de Nicolas Sarkozy. Mais je crois que c'est tout ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les principes, puis de l'autre côté, il y a cette idée, on peut tout de même pas faire ça à Nicolas. Alors, si on fait pas ça à Nicolas, on trouve une astuce. Hein, on essaye de bricoler quelque chose. Et avec ce bricolage-là, eh bien, on arrive à avoir une majorité au Sénat. Et je crois que vous avez dit quelque chose de très juste. En fait, c'est pour que ensuite l'Assemblée nationale puisse reprendre la main. Si les amendements du gouvernement avaient été purement et simplement rejetés, c'en était fini. Là, le gouvernement va pouvoir redurcir sa position dans quelques semaines. Merci de votre commentaire, Alain Anziani. On vous retrouve dans quelques instants. Merci, Tam. On vous retrouve, quant à vous, la semaine prochaine, vendredi. Merci. Téléphone portable, on en parlait. Vidéoprotection également, interdiction des lasers, mais également le couvre-feu pour les mineurs. Cette disposition a été votée au Sénat ce matin. Je reçois tout de suite, vous l'avez vu, Alain Anziani, le sénateur socialiste de Gironde. C'est d'abord une mesure de protection. Ce n'est pas une mesure de stigmatisation, parce qu'alors là, je ne sais plus ce que les mots veulent dire. Vous stigmatisez, vous? Nous, non. Nous, au contraire, on protège. Il y a une nuance fondamentale dans la démarche intellectuelle qui est la vôtre par rapport à la nôtre. Vous parlez de liberté d'aller et de venir. Une liberté d'aller et de venir, ça m'intéresse beaucoup. Un enfant de 8 ans à 3 heures du matin dans nos milieux urbains a vu ce qu'on voit aujourd'hui dans l'actualité. Ça vous choque pas? Vous trouvez ça normal? Non.
Voilà un extrait du débat autour de ce couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Vous venez d'entendre Louis Nègre, le sénateur UMP des Alpes-Maritimes, maire de Cagnes-sur-Mer. Alain Anziani, Louis Nègre, votre collègue, utilise le terme de protection concernant cette mesure. Est-ce que finalement ce n'est pas là aussi un terme de bon sens? Vous savez, le bon sens, c'est d'obtenir un résultat. Est-ce qu'on peut obtenir que les mineurs de moins de 13 ans ne gambadent pas la nuit et peut-être effectivement commettent quelques exactions? Ça, c'est l'objectif. Comment aboutir à cet objectif? Eh bien, moi, je crois qu'on avait l'arsenal pour le faire. Le maire d'une commune peut aujourd'hui interdire un certain nombre de choses. Il peut même d'ailleurs décréter lui-même un couvre-feu s'il pense que c'est nécessaire dans sa commune. Ça a déjà été le cas. Voilà. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui de rajouter une loi à tout ce que l'on a. Pourquoi rajoute-t-on une loi? C'est parce qu'en fait, on veut faire monter la mayonnaise, si vous me permettez l'expression. On veut donner un signe à l'électeur. Et on s'adresse à l'électeur, on ne s'adresse pas aux victimes. En réalité, déjà, la protection existait. J'entends beaucoup M. Nègre parler de protection, et notamment hier, il nous a parlé de protection des enfants. Mais, enfin, franchement, les enfants qui sont dans la rue à l'âge de 13 ans, ils n'ont pas besoin d'avoir un procureur. Ils n'ont pas besoin d'avoir les gendarmes à leur trousse. Ils ont besoin d'avoir un éducateur. Et je crois que c'est ça ce qui nous sépare entre l'UMP et nous. C'est eux, l'UMP, pensent qu'il peut régler le problème de la délinquance uniquement avec des gendarmes et des policiers. Et nous pensons qu'il faut des gendarmes et des policiers, mais il faut aussi des éducateurs. Alain Anziani, vous êtes vous-même élu local. Vous êtes, je crois, adjoint au maire de la commune de Mérignac, en Gironde. Est-ce que vous êtes confronté à ce type, je ne dis pas de délinquance, mais en tout cas de divagation de jeunes mineurs dans la rue la nuit? Alors, je crois que Mérignac est un exemple, si vous voulez. Ça fait depuis de longues années que Mérignac a une politique qui est une politique d'insertion. Nous avons un milieu associatif extrêmement bien fourni, extrêmement bien présent. Nous, notre politique, c'est de donner de l'occupation aux mineurs, de faire en sorte que le mineur ne soit pas oisif. Un mineur oisif devient potentiellement un mineur effectivement dangereux. Il faut l'occuper, il faut l'éduquer. Ça a été notre politique, et aujourd'hui, nous avons un taux de délinquance qui n'est pas évidemment encore suffisamment bas, mais qui est un taux de délinquance qui montre qu'il y a eu un effort de politique de la ville à Mérignac sans recourir à des mesures comme un couvre-feu. Alors ce genre d'expérience, est-ce qu'il vient alimenter la réflexion actuelle du Parti socialiste sur la sécurité, où il n'est pas forcément toujours très présent? Bien, je crois qu'il faut qu'on soit très présent. Le laxisme, c'est pas pour nous. Ignorer les victimes, c'est pas pour les socialistes. Accepter que la délinquance se développe, c'est pas pour les socialistes. Mais nous sommes pour un véritable combat contre la délinquance. Et là, il y a deux façons de le faire. Soit en augmentant toujours les peines, soit en multipliant les textes. Et là, on a le résultat aujourd'hui de la politique de Sarkozy. On ne le dit pas, mais le rapport du Sénat le montre. Plus 40% de coups et blessures depuis 2002, sous l'ère donc de Nicolas Sarkozy. C'est ça le résultat de Nicolas Sarkozy. Nous, on propose une autre politique qui soit beaucoup plus efficace et qui donne notamment à la fois à la police et à la magistrature aussi les moyens de bien fonctionner. Une dernière question, Alain Anziani. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a laissé entendre qu'il serait éventuellement favorable à la constitution de jurés populaires pour les tribunaux correctionnels. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Je veux dire, on n'invente pas la justice en se rasant le matin, quoi. Peut-être qu'on peut être candidat à la présidence de la République en se rasant ou en se rasant pas le matin, en se regardant dans la glace. La justice, c'est un équilibre fragile. C'est à la fois différents acteurs, c'est un équilibre entre la sûreté d'un côté, les libertés de l'autre. On ne réforme pas comme ça le code de procédure pénale un beau matin en disant finalement l'idée m'est venue, j'ai dû en parler avec mes conseillers, je vous propose ça. Moi je pense que la justice mérite beaucoup plus d'égards, de la concertation, de la réflexion, de l'évaluation, et après s'il faut faire des réformes, faisons-le. Je pense moi personnellement, je suis aussi avocat de métier, que ce serait une bêtise. Ce serait une bêtise. En quoi le jury populaire apporterait-il quelque chose à la sérénité qui est nécessaire devant un tribunal? On revient un instant, Alain Anziani, sur le problème du couvre-feu pour les mineurs. Nous avons posé la question à notre partenaire du nouvelobs.fr. Croyez-vous à l'efficacité d'un couvre-feu? Eh bien, vous êtes 71% à répondre non, 25% à répondre oui. Merci encore d'être venu sur notre plateau, Alain Anziani. Toute autre chose maintenant à suivre, notre invité. Regardez. Voilà, regardez ces images. Que voyez-vous? Vous voyez des taureaux, des bisons, de fabuleux animaux, des scènes de chasse et de vie de la préhistoire. Ces images
témoins de la naissance de l'art, ont 17 000 ans. Elles ont été découvertes il y a 70 ans. C'était le 12 septembre 1940, près du village de Montignac, dans le Périgord noir. Et bien dimanche, le président de la République, Nicolas Sarkozy, accompagné du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, se rendront à Lascaux pour revivre avec les derniers découvreurs de cette grotte, cette mémorable découverte, et admirer ce qu'on appelle désormais la chapelle Sixtine de la préhistoire. Bonsoir Adrien Goetz. Bonsoir. Vous enseignez entre autres l'histoire de l'art à la Sorbonne. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, vous avez eu le privilège de pénétrer dans cette grotte de Lascaux accompagné du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Que ressent-on lorsqu'on rentre dans cette Sixtine de la préhistoire? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Le ministre de la Culture souhaitait qu'un historien de l'art vienne à Lascaux, et donc avec le professeur Yves Coppens, qui est le président du comité scientifique de Lascaux, et puis avec la conservatrice qui travaille sur place, Muriel Mauriac, sommes allés à Lascaux. Et donc moi, c'était un rêve depuis toujours, et c'est une émotion extraordinaire. C'est-à-dire que ces peintures sont d'une fraîcheur, on ressent physiquement l'odeur de la grotte, les images qui s'imposent à nous, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On voit ce qu'on ne connaît que par les livres et qu'on découvre. La fameuse licorne, les bisons, aurochs affrontés, les taureaux, voilà, ça c'est vraiment extraordinaire. Mais Lascaux reste un bunker. Alors oui, il faut dire que 10 minutes après, j'ai pu voir Lascaux 2, cette copie qui a été... réplique. Voilà, la réplique, et elle est... Alors on n'a peut-être pas la même émotion, mais il faut dire qu'elle est absolument fidèle. On a vraiment une très bonne réplique de Lascaux qui est visitable et qui est ouverte. Elle a été restaurée cette année et qui est ouverte au public. Adrien Goetz, des grottes, il y en a d'autres, des grottes rupestres, il y en a d'autres dans le monde entier. Pourquoi Lascaux est exceptionnel? Lascaux est devenue un mythe, mais peut-être justement parce qu'elle a été découverte en 1940, en septembre 40, donc la France... Quelques mois après la défaite. C'était la débâcle, et peut-être c'est l'idée que le cœur secret de la France continuait à vivre caché dans ces grottes, et ensuite on a aménagé Lascaux. Lascaux a été très visité jusqu'à ce qu'en 63, Malraux en interdise l'accès. Lascaux est devenu une pierre fondamentale de l'identité du pays. Et ça, en deux mots, cette découverte, elle est formidable. Des gamins qui se promènent en forêt avec un chien, ils découvrent... Qui tombe dans un trou, toute cette histoire qui est entre la guerre des boutons et Clochemerle, dans ce petit village qui est vraiment un petit village français typique, au milieu des genévriers, dans une très belle poésie de la France. Tout cela fait que c'est devenu aujourd'hui peut-être la grotte ornée la plus célèbre du monde, même si ça n'est pas la plus ancienne, même s'il y en a d'autres. 17 000 ans, voilà, on a découvert la grotte Chauvet, la grotte Cosquer, il y a eu d'autres découvertes très importantes, mais Lascaux demeure, je crois, une image mythique aussi de notre amour pour le patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a visité Lascaux 2, on a aujourd'hui par exemple une visite virtuelle qui est offerte de Lascaux. Sur le site du ministère de la Culture, on a une visualisation en 3D qui permet, en restant chez soi, de voir ce qu'est la grotte de Lascaux. Donc c'est aussi toute l'histoire depuis 70 ans de notre amour du patrimoine qu'on peut projeter sur cette caverne de Platon qu'est la grotte de Lascaux. D'une certaine manière, c'est important, en tout cas c'est très symbolique, que le président de la République lui-même aille célébrer ses 70 ans de découverte. Et puis il y a les ombres d'André Malraux, de Georges Bataille, des écrivains, de Fautrier, des artistes qui ont aussi vécu cette découverte de Lascaux. Lascaux a été importante pour le XXe siècle et continue de l'être aujourd'hui. Alors vous le voyez, on voit quelques images de cette grotte fabuleuse. Finalement, que racontent ces images? On a beaucoup de mal à le savoir. Il y a plusieurs. Alors, est-ce que c'est du chamanisme? Est-ce que c'est un lieu de culte? Il y a même des hypothèses extravagantes qui ont été développées. On a dit c'est un zodiaque. Enfin, en réalité, ce sont des animaux qui ne correspondent pas à ceux que les hommes de cette époque pouvaient chasser. Ce sont des images qui sans doute avaient une valeur symbolique, mais est-ce qu'on peut, à partir de ce qu'on sait du chamanisme aujourd'hui, faire l'histoire de ce qui pouvait être le chamanisme d'il y a 17 ou 18 000 ans, à l'époque du Magdalénien ancien ou du Solutréen? On n'en sait rien. Donc il y a aussi, quand on lit André Leroy-Gourand, par exemple, on est sensible à cette idée qu'on est dans une incertitude absolue à propos de Lascaux, et ça participe du mythe et de sa beauté. Alors on sait Lascaux est extrêmement fragile, extrêmement protégé, extrêmement surveillé. Lascaux craint quoi? L'eau, l'humidité, les champignons? Il y a eu des problèmes. Il y a eu ce qu'on a appelé les taches noires. Alors ça, j'ai voulu revoir ça de près avec Muriel Mauriac, la conservatrice. On a regardé aussi les appareils de mesure d'hygrométrie qui sont dans la grotte. On a bien vérifié tout cela. Tout est dans un état de fonctionnement impeccable. C'est un des lieux peut-être les mieux surveillés de France aujourd'hui. Et il y a beaucoup de fantasmes qui se développent. Parce que comme c'est fermé, comme il faut revêtir une sorte de scaphandre pour entrer, une combinaison blanche pour entrer un masque pour entrer dans
la grotte, on dit voilà, c'est qu'on nous cache le fait qu'elle est en train de dépérir ou qu'elle irait vers la mort. En réalité, c'est pas le cas. Hein. Ces moisissures, ces taches noires sont très localisées, elles ne se développent plus aujourd'hui, et tout cela est parfaitement scientifiquement suivi sous l'autorité d'Yves Coppens qui regarde tout cela très attentivement. Vous pensez qu'un jour, le grand public pourra à nouveau rentrer dans Lascaux 1 ? Je crois que non. La vraie. Je crois que non. Si on veut la préserver, il faut qu'elle reste intacte. Merci beaucoup. J'en profite de votre présence pour signaler votre dernier ouvrage, Le coiffeur de Chateaubriand, paru aux éditions Grasset. Là encore, une histoire tout à fait étonnante. C'est un roman, ça n'a rien à voir. Oui, mais basé sur des faits véridiques. Merci beaucoup de votre visite, Adrien Goetz. Un événement ce soir sur Public Sénat, ce soir à 22 h dans l'émission Bibliothèque Médicis. Jean-Pierre Elkabbach reçoit Michel Houellebecq pour son dernier roman, La carte et le territoire, un entretien rare pour celui dont le nom circule déjà pour le prix Goncourt. Écoutez cet extrait. Michel Houellebecq parle de son métier d'écrivain. C'est vrai que c'est agréable de se démolir par écrit. Ouais. C'est très agréable à faire. Dans un livre... Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un vrai plaisir. Et sans être maso ? Non, j'ai pas l'impression que ce soit du masochisme, mais c'est peut-être une manière de conjurer. Je sais pas. Oui, oui. J'ai pas envie de le père dit aussi que Houellebecq est un solitaire, et au galeriste, un solitaire à forte tendance de misanthrope. Est-ce que c'est toujours vrai ou ça change de roman en roman et avec celui-là ? Mais on écrit, on parle de soi. Bon, ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens qui parlent de soi.